Mes chers amis, bonjour, et je vais essayer de vous présenter aujourd'hui les esprits libres et en particulier le livre que je viens de consacrer à nos thèses aux esprits libres. Pour éclairer le point de vue d'ensemble que ce livre défend, il faut reprendre la thèse des esprits libres qui consiste à conjuguer l'art vécu que chaque individu est censé mener. Chacun est censé mener son existence comme une œuvre d'art, c'est l'art vécu, et l'art politique, c'est-à-dire l'art d'organiser la cité. Cela signifie que nous sommes de tout temps considérés à la fois comme étant des individus et en même temps des citoyens, c'est-à-dire des individus livrés à nous-mêmes, condamnés à la liberté, comme dirait Sartre, et en même temps des citoyens livrés à un collectif. Et si l'on reprend Sartre, eh bien nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous. On voit bien là la dialectique entre le fait d'être un individu qui a pour souci de mener sa vie comme une œuvre d'art et le fait d'être un citoyen qui a pour souci d'organiser la cité. Il y a un art d'organiser la cité, c'est ce que nous appelons l'art politique. Et donc les esprits libres, c'est un mouvement, vous le voyez d'emblée, à la fois culturel et politique, qui va concilier ces deux éléments, essayer de faire en sorte que l'art vécu et l'art politique soient les plus favorables possibles. Cela va exiger un engagement du point de vue individuel, un engagement du point de vue collectif. C'est à partir de ces deux éléments, art vécu et art politique, que nous concevons notre engagement politique et que nous sommes esprits libres. La société, là encore, à quelque moment que nous la prenions, elle est dans un état X ou Y, peu importe cet état. Il conviendra toujours de s'engager pour qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait une émancipation, qu'il y ait un désir que nous formulons dans notre vie individuelle, un désir que nous formulons dans le point de vue collectif. Et cet engagement politique, il sera efficace si nous développons d'abord ce point de vue culturel, cette dialectique que je viens de vous présenter, art vécu et art politique, et si nous avons une fiscalité qui nous permet de modifier la société. Car en effet, c'est avec la fiscalité que nous modifions profondément l'organisation politique et sociale. La fiscalité, c'est l'arme qui nous permet de modifier les rapports sociaux, de modifier tous les rapports de force à l'intérieur de la société. Cette fiscalité, si elle bouge, elle fera bouger la société. C'est la raison pour laquelle j'insisterai particulièrement sur la mise en place du revenu citoyen. Mais attention, cette fiscalité, pour la faire bouger, eh bien nous devons avoir des institutions qui permettent de faire bouger les choses. Si les institutions sont, entre guillemets, réactionnaires, figées, si par exemple nous sommes en monarchie présidentialiste, comme aujourd'hui sous la Ve République, alors notre effort sera vain. Alors les institutions bloqueront et nous ne pourrons pas mettre en place une fiscalité émancipatrice. Et nous ne pourrons pas donc développer notre art politique. Voilà un peu les éléments dialectiques de présentation générale.
de souci général dans lequel nous nous inscrivons, de problématiques, de conception du monde, autant vous dire que dans l'état actuel du désastre écologique, vous pouvez avoir toutes les idées écologiques les meilleures du monde. Ça correspondra à peu près à pisser dans un violon. Au mieux, au mieux. Ces idées écologiques-là, elles sont toutes très intéressantes, très valables. Et les esprits libres, nous reprenons tous les programmes de tous les partis écologiques et nous disons bravo, chapeau. C'est ce qu'il faut faire, en effet. Mais ce n'est pas là le combat principal. Le combat principal, il est ailleurs. Il est dans le changement des institutions qui nous permettront de mettre en place une fiscalité d'utilité publique qui sera une fiscalité écologique. Sans la modification des institutions, et c'est la raison pour laquelle je vous parlerai de 6e République, sans cette modification profonde des institutions, vous ne pourrez pas mettre en place votre fiscalité et vous ne pourrez pas aller vers la transition écologique. Et ce sera à l'avenant pour toutes les questions sociales et sociétales. Les institutions doivent vous permettre le débat, la délibération et la mise en place de la fiscalité émancipatrice. Alors oui, la société change. Vous avez bien compris donc que dans l'ordre de nos priorités, nous avons mis la culture d'abord, le point de vue art vécu, art politique. Puis nous avons pris l'outil de la fiscalité que nous voulons mettre en place grâce à des institutions émancipées. Alors, nous allons donc voir quels soucis nous avons avec ces institutions et comment nous pourrions faire avancer les choses. La première considération, c'est une considération à porter sur la Ve République. Il est évident que si nous considérons que la Ve République est une démocratie, je dirais les carottes sont cuites. Nous n'avancerons pas. Parce que si la Ve République est présentée comme une démocratie, alors que ça n'en est qu'une caricature, la critique de la Ve République deviendrait une critique de la démocratie elle-même, au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. En effet, tous ceux qui descendent dans la rue, les gilets jaunes, etc., et qui veulent critiquer le système, comme ils disent, la question est de savoir s'ils critiquent la Ve République ou s'ils critiquent la démocratie. Et il faut distinguer les choses. Alors, moi je vous dis tout de go, la Ve République n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie politique, ce n'est pas un régime de libéralisme politique. La Ve République, qui est née d'un coup d'État en 1958, et qui est née d'un deuxième coup d'État en 1962, avec l'élection monarchiste du président de la République au suffrage universel, a mis en place un système de monarchie constitutionnelle qui a été aggravé en 1962 par Lionel Jospin, qui, en inversant le calendrier républicain, en faisant passer la présidentielle avant la législative, d'abord est allé au massacre, puisqu'il a permis l'élection de Jacques Chirac et la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Mais surtout, il nous a privés là d'un Parlement souverain. Et la France n'est pas une démocratie parce qu'elle n'a pas une Assemblée nationale souveraine indépendante de l'élection présidentielle. Cela signifie que nous avons fait une révolution pour qu'il n'y ait rien au-dessus de notre Assemblée nationale, pour que notre Assemblée nationale incarne le peuple
Et notre révolution a été confisquée par le régime monarchiste parce que l'institution présidentielle a pris le dessus sur l'institution parlementaire. Elle a pris le dessus et l'élection législative, qui vient 3 semaines, 15 jours après, ou une semaine après la présidentielle, cette élection législative n'est plus qu'un processus d'avalisation de l'élection présidentielle. Nous n'avons plus un Parlement souverain, un Parlement indépendant. Cette élection législative est faussée. Donc, premier point de vue, en finir avec le monarchisme, en finir avec l'élection du président de la République au suffrage universel, la supprimer cette élection. Rétablir en tout cas rapidement, le plus vite possible, et c'est là que tous les partis devraient se battre, le calendrier républicain, élection législative avant la présidentielle. Et avoir une assemblée qui soit véritablement représentative. Car là encore, quand on critique la Ve République, il ne faut pas critiquer la démocratie représentative. La démocratie représentative, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Comment pourrions-nous la critiquer? Nous n'avons qu'un Parlement à la botte du président. Et c'est ce qu'il faut contester. Exigeons au contraire d'avoir une démocratie vraiment représentative. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord que les minorités soient largement représentées. Et ça implique aussi qu'une majorité puisse se dégager clairement. Et enfin, que les alternances soient possibles et faciles, aisées. Alors, nous optons, par déduction de tous ces éléments, pour un système proportionnel à 80%, une proportionnelle intégrale à 80% des suffrages exprimés, qui permettent donc cette large représentation des minorités, 3 semaines entre les 2 tours, et une prime de 20% pour la liste, la coalition, qui se sera formée entre les 2 tours et qui remportera le 2e tour. Prime de 20% qui va garantir une majorité et permettre donc la gouvernabilité. Ce sera une élection paritaire, moitié homme, moitié femme. C'est ce que nous appelons le scrutin mixte, paritaire, proportionnel à correctif majoritaire. Alors là, oui, dissociée de l'élection présidentielle, cette élection législative représentera véritablement l'ensemble du pays. Et nous renforçons cela par 2 dispositifs. Le premier dispositif, il est économique. Et j'introduis là un élément de démocratie économique dans les institutions politiques. C'est le revenu citoyen. Le revenu citoyen, en donnant à chacun la possibilité d'exister dignement dans la société, permet et donne les bases matérielles à chacun d'être un citoyen. Car aujourd'hui, sous la Ve République, avec 10 millions de pauvres, il ne faut pas espérer avoir une véritable démocratie politique. Ces 10 millions de personnes seront de toute façon, d'une façon ou d'une autre, toujours exclues du système politique. Et il est illusoire de parler de démocratie politique si on n'introduit pas un minimum d'éléments de démocratie économique qui permettent à chacun de vivre en deçà, au-delà plutôt du seuil de pauvreté. Donc il nous faut un revenu citoyen au-delà du seuil de pauvreté pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans la société et que chacun puisse participer à la réflexion collective, puisse être un citoyen. Mais me direz-vous, si ces citoyens votent, ils ne seront peut-être pas bien représentés par les partis politiques existants. Soit. Eh bien qu'ils votent blanc. Et à ce moment-là, nous introduisons un système de représentation des votes blancs. Je ne dis pas de comptabilité simplement, mais de représentation effective des votes blancs, puisque nous accordons des sièges de tirés au sort, d'élus tirés au sort, donc, au prorata des votes blancs.
dans une élection, si vous avez 15% de vote blanc, eh bien vous avez 15% de sièges qui sont tirés au sort, d'élus qui sont tirés au sort dans l'Assemblée. Évidemment, à ce moment-là, vous avez la représentation des votes blancs, vous avez, on l'a vu, la représentation des minorités, vous avez le dégagement d'une majorité. Et vous avez tous les citoyens qui ont les bases matérielles pour devenir citoyens. Alors, vous pouvez rajouter un encouragement fiscal, parce que la fiscalité, nous l'avons toujours comme arme politique, je vous en ai parlé. Une incitation fiscale au vote, qui fait qu'il y aurait une retenue sur le revenu citoyen pour celui qui n'irait pas accomplir son devoir et son travail de citoyen. Ce qui est légitime, en tout cas, ce qui symboliquement est un signe fort. D'autre part, nous ajoutons un élément de délibération. On nous bassine beaucoup avec la démocratie représentative, démocratie participative, etc. Bon. Tout ça, ce sont souvent des foutaises, parce que les citoyens n'ont pas forcément le temps de s'occuper de la chose publique et passer ses soirées dans des réunions, c'est valable pour les retraités, c'est valable pour les militants, mais c'est pas forcément valable pour tous ceux qui ont autre chose à faire, qui travaillent ou qui vont au cinéma, ou qui font l'amour le soir. Et il nous faut les comprendre. Et donc, nous proposons que chaque assemblée élue soit doublée d'une assemblée tirée au sort intégralement, à l'image de cette fameuse Convention citoyenne sur le climat qui a fait un excellent travail. Eh bien, ce processus d'assemblée tirée au sort, donc ce bicamérisme, existerait au niveau national, excite le Sénat, la chambre de retraite de tous ceux qui ont été battus aux élections ou de ceux qui prennent leur retraite dorée sous les ors de la République. Cette chambre de retraite disparaîtrait, cette chambre féodale disparaîtrait, le Sénat laisserait sa place à la Convention nationale tirée au sort. Idem pour l'Assemblée régionale et idem pour l'Assemblée communale, c'est-à-dire que dans chaque commune, il y aurait un conseil municipal tiré au sort à côté du conseil municipal décisionnel. Et il y aurait donc des va-et-vient entre l'Assemblée élue et l'Assemblée, la Convention citoyenne, qu'on nous appelons nous le Conseil citoyen, tiré au sort, exactement comme les va-et-vient qui se font entre le Sénat aujourd'hui et l'Assemblée nationale. Donc le bicamérisme se ferait à tous les niveaux pour avoir en permanence une délibération citoyenne qui veille en quelque sorte sur la délibération décisionnelle des élus. Donc nous ne remettons pas en question la démocratie au sens où ce sont les élus qui prennent la décision, mais nous introduisons un élément fort et permanent de délibération qui permettent à ces élus d'avoir en permanence cette délibération citoyenne sous les yeux. Autant dire que nous faisons disparaître les référendums. Les référendums qui sont extrêmement dangereux puisqu'ils suppriment tous les corps intermédiaires et qu'ils introduisent un lien direct entre celui qui a posé la question, et c'est souvent le Bonaparte, le Duce, le président de la République, enfin quelqu'un qui se croit au-dessus de tout et au-dessus des partis et au-dessus des citoyens, et qui veut établir un lien direct avec le peuple, et ça c'est extrêmement dangereux, les corps intermédiaires disparaissent. Donc nous supprimons les référendums et nous favorisons la délibération permanente, le bicamérisme. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les institutions de la 6e République que nous proposons. Pourquoi est-elle une 6e République et pas une 5e République aménagée? Eh bien parce que la 5e République a beaucoup trop de tare, elle a la tare monarchiste, elle a la tare du scrutin majoritaire, elle n'est pas paritaire, et donc c'est bien sur le fond qu'il nous faut transformer ces institutions, avoir de nouvelles institutions
ce d'autant que nous introduisons à côté de la démocratie politique, la fameuse démocratie économique qu'apporte le revenu citoyen. Et donc, vous voyez, nous avons l'intention de respirer dans une démocratie vivante. Alors, à partir de ces institutions nouvelles, vous verrez que les citoyens délibèrent avec tous les moyens qui leur sont accordés. Ce sont les mêmes moyens que le Sénat aujourd'hui a à sa disposition. Et donc, en s'appuyant sur cette délibération, il est évident que nous allons progresser dans les propositions écologiques existentielles pour formuler ce que nous appelons le bien-vivre, la pure vie, comme disent les Sud-Américains. Et ce bien-vivre a une exigence, c'est qu'il n'y ait pas de pauvres dans la société. Et donc la fiscalité, arme principale, met en place un revenu citoyen. Mais pas n'importe quel revenu citoyen. Le revenu citoyen, il est automatiquement indexé sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 € par mois pour chaque citoyen français, chaque citoyen d'une communauté donnée. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Eh bien, on trouve l'argent où il est. Voilà qui nous impose de reconsidérer l'ensemble de la fiscalité. Voilà qui nous impose de refaire une fiscalité d'utilité publique, une fiscalité écologique, une fiscalité existentielle. Et la société est évidemment beaucoup plus facile à organiser sans pauvres qu'avec des pauvres. C'est à l'avantage de ceux qui sont pauvres, qui cessent de l'être, parce qu'ils souffrent moins de cette pauvreté. On éradique la misère. Mais c'est à l'avantage aussi de tous les autres. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils ont beaucoup de problèmes. Ils créent beaucoup de problèmes aussi dans la société. Ils ont du mal à se loger, ils se nourrissent moins bien, ils ont donc plus de maladies, ils ont des problèmes pour l'éducation des enfants, et tous ces problèmes-là sont largement solutionnés par la mise en place de ce revenu citoyen de base. Un revenu citoyen de base de 1 000 € par mois, cela signifie également qu'on peut, outre le fait qu'on est obligé d'avoir une nouvelle fiscalité générale, qui s'en prend d'ailleurs particulièrement à l'héritage et au propriétarisme, puisqu'on crée un héritage permanent de 1 000 € par mois pour tous les citoyens ad vitam aeternam. Mais elle permet aussi, cette fiscalité, de partager drastiquement le travail. Le travail salarié, j'entends, qui est fondamentalement une soumission. Et ce travail salarié passe de 35 heures légales aujourd'hui immédiatement à 24 heures. Et à 18 heures pour les travaux les plus pénibles. De façon à laisser beaucoup de temps pour la formation, pour la santé, pour l'émancipation, pour les plaisirs. Avec cette perspective de partage du travail drastique donc, nous avons une disparition du chômage. La démultiplication des offres d'emploi se fait immédiatement. Nous avons aussi une moindre production. Cela nous permet effectivement de remplir les objectifs écologiques, de produire moins, mais mieux, dans de meilleures conditions de travail, en étant soucieux des règles écologiques,
en supprimant les gaspillages, en supprimant les pertes de temps inutiles dans un travail qui souvent est répétitif et qui souvent est là pour produire des emballages et beaucoup de choses de bien inutiles. Donc c'est vers la qualité de la production que nous nous orientons et le salarié est beaucoup plus armé pour discuter des conditions de travail avec son employeur, puisqu'il ne dépend plus de son employeur seulement pour son revenu, puisqu'il a son revenu de base de 1 000 euros. Et donc, ça l'arme bien dans les discussions, dans les rapports, ça rééquilibre le rapport employeur-employé. Ce revenu de base permet également de supprimer le trafic dans les banlieues. Parce que, à côté de ce revenu de base, nous mettons en place la légalisation contrôlée des drogues, et en particulier du cannabis. Nous cassons le marché clandestin. Mais comment le faire aujourd'hui quand on sait que dans les quartiers, l'économie urbaine est largement appuyée sur le trafic clandestin et sur l'argent que produit la vente de cannabis? Eh bien, en introduisant le revenu citoyen, nous injectons ces 1 000 euros par mois à chaque citoyen, et donc ça peut remplacer effectivement tout cet argent du cannabis qui disparaît du jour au lendemain, puisque nous le légalisons, et nous verrons dans quelles conditions nous le légalisons. Donc voilà un autre effet de notre revenu citoyen. Autre effet enfin, et je vous en ai parlé dans les institutions, le revenu citoyen permet à chacun n'étant plus pauvre de rentrer dans le collectif politique, de se soucier de la politique, de prendre en main les affaires politiques. Chose qu'il ne peut pas faire quand il a à s'occuper de la fin du mois et quand il a à s'occuper de bien se loger, bien se vêtir, bien se soigner. Donc nous avons un lien fraternel, solidaire, qui se fait entre chaque citoyen. Nous partageons un revenu commun. Imaginez, vous partagez un revenu commun avec votre patron, vous partagez un revenu commun avec votre frère, avec votre sœur, avec votre voisin, vous avez ça en commun. Il est évident que personne ne va s'amuser à jeter un papier par terre, parce que dès que vous jetez un papier par terre, il faut le ramasser, il faut payer quelqu'un pour le ramasser, et hop, ça ampute le revenu commun général. Donc plus nous allons nous soucier de la société, de son état de bien vivre, et plus notre revenu commun pourra être élevé. Et à chaque fois que nous allons nous en prendre, nous allons avoir un acte incivique, eh bien nous faisons baisser le revenu citoyen. Cette dialectique-là, les gens ne sont pas idiots, ils vont la comprendre fiscalement. Nous aurons une incivilité qui sera en régression considérable. D'ailleurs, les délinquants vont mieux se tenir pour une raison bien simple, c'est que nous aurons l'arme fiscale. Dès qu'il y aura la moindre délinquance, le juge pourra faire des retenues sur le revenu citoyen, pourra supprimer sur les 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans à venir le revenu citoyen à la personne. Ça va délester considérablement les tribunaux, les prisons, croyez-moi, et quand vous attaquez au portefeuille, vous aurez des effets radicaux. Je vous garantis que sans mesure liberticide, seulement avec cette pression fiscale, il y aura beaucoup moins de papier par terre, il y aura beaucoup moins de tentatives de vol, de cambriolage, etc. Voilà donc le revenu citoyen contribuant à la paix civile. Et donc, le mot de fraternité prend tout son sens avec le revenu citoyen. Partager un revenu, c'est une fraternité. Partager en commun un revenu, c'est une fraternité citoyenne effective. Mais le revenu citoyen a renforcé considérablement la liberté de bien vivre, la liberté d'être citoyen dans la cité, de participer à la chose publique.
Quant à l'égalité, n'en parlons pas. Il est évident que le revenu citoyen, avec ses 1 000 euros de base, resserre considérablement l'échelle des revenus. Déjà, le plus bas est à 1 000 euros, alors qu'aujourd'hui, il est inexistant. Et donc, vous êtes obligé de prendre sur les plus riches d'une certaine façon. Et à ce point de vue, il n'y a pas d'inquiétude à voir que le revenu citoyen est aussi distribué aux très très riches. Pourquoi ? Mais parce que pour le financer, la fiscalité va leur reprendre d'une main ce qu'on leur a donné de l'autre, tout simplement. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Bien sûr qu'on leur reprend d'une main ce qu'on leur a donné de l'autre, et même on leur reprend plus qu'on leur aura donné, puisqu'ils contribueront au financement du revenu citoyen. Car il n'y a pas de miracle. Si vous donnez 1 000 euros par mois à quelqu'un, il faut augmenter les impôts de 1 000 euros. Il faut prélever 1 000 euros pour donner 1 000 euros. Sauf qu'avec le revenu citoyen, qui est une opération simple sur la feuille d'impôt que vous recevez chacun. Vous avez un crédit d'impôt de 1 000 euros par mois, opération simple d'un seul ordinateur valable pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui, avec la machine sociale considérable que nous avons, pour donner 600 euros à une personne, il faut prélever 3 fois plus. Pour donner 300 euros, il faut prélever 900 euros. Et parce que la machine sociale de traitement social du chômage, de l'assistanat est considérable. Et c'est un autre effet du revenu citoyen que de supprimer tout l'assistanat et toute la machine sociale. Bien sûr qu'on la jette aux orties, celle-là, qui n'a été capable que de nous donner 10 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté. On jette la machine sociale aux orties, on supprime tout ça, on reconvertit tous ces fonctionnaires dans des postes utiles, dans la santé, dans la culture, dans l'éducation particulièrement. Et on ne s'occupe plus, en matière sociale, que de santé et d'éducation. Et quand j'entends éducation, je parle au sens large, c'est-à-dire éducation, culture, formation, aide à la création, éducation, recherche, etc. Santé, éducation, culture. Voilà les axes de la politique sociale et culturelle du gouvernement et de la 6e République. Mais plus du tout d'assistanat, plus du tout d'aide à ceci ou à cela, plus besoin de remplir des papiers pour avoir un droit au logement, plus d'intermittents du spectacle, que sais-je moi, toutes ces allocations familiales et autres, elles disparaissent. Le revenu citoyen est de 1 000 euros pour chaque citoyen. Il est de 400 euros pour les jeunes de 16 à 18 ans pour leur faire une transition. Et à partir de la retraite, à partir de 60 ans, il est progressivement augmenté tous les 2 ans pour passer de 1 000 à 1 800 euros, seuil que nous atteignons à 68 ans. Et à ce moment-là, nous avons une retraite unique. La retraite unique est de 1 800 euros pour tout le monde. Il n'y a plus 40 catégories de cotisation de retraite avec des citoyens qui sont payés différemment alors qu'ils ne travaillent plus. Et on cesse ce système où ce sont ceux qui ont eu la meilleure vie, la vie la plus riche, la plus aisée, qui ont la retraite la plus considérable. Non. Ceux qui ont travaillé dur, ou même ceux qui n'ont pas travaillé, gagneront autant que les plus nantis, que les plus riches à la retraite. Il y aura 1 800 euros de base pour tout le monde à partir de 68 ans. Et de 60 à 68 ans, on passera progressivement tous les 2 ans de 1 000 euros de base aux 1 800 euros de retraite. La retraite donc égale pour tous. Et donc ce sera là encore un commun. Et ça participe donc à notre effort citoyen de solidarité entre les citoyens, de fraternité entre les citoyens. Voilà comment on peut aborder ce revenu citoyen avec ses exigences. Alors, mes chers amis, nous allons conclure un peu sur cette présentation de ce livre, Les Esprits libres, qui constitue un véritable manifeste des esprits libres, donc. Je vais maintenant, fidèle au libertinage politique que nous préconisons, parce que vous avez compris que
quand nous rencontrons un homme de gauche, nous faisons un pas à droite, et quand nous rencontrons un homme de droite, nous faisons 2 pas à gauche. Vous avez compris que nous sommes centristes, en 2 mots, et que l'humour est une arme politique pour nous, et que nous combattons les extrêmes, par exemple en introduisant la représentation du vote blanc. Il est certain que le vote extrême disparaît, n'a plus aucun sens. Les gens votent souvent pour les extrêmes parce qu'ils y voient les moyens d'exprimer la colère, mais la colère est un affect négatif qui ne mène à rien. Ils voteront blanc, pourquoi? Parce qu'ils se démarqueront de la classe politique et ils enverront des élus tirés au sort qui les représenteront vraiment. Alors que les extrêmes ne les représentent pas, mais les extrêmes sont comme des vautours, les extrêmes viennent les piller en quelque sorte, profiter de leur colère. Je voudrais vous donner 1 ou 2 points d'éclairage de notre pratique politique maintenant. Je vous ai parlé de la légalisation contrôlée du cannabis. Comment est-ce que nous voyons cette légalisation contrôlée? Eh bien, certainement pas comme on peut la voir en Hollande ou aux États-Unis, par une libéralisation capitalistique, en faisant que le cannabis devient une marchandise comme une autre que l'on va vendre sur le marché en faisant des bénéfices. Non. Notre légalisation contrôlée s'appuie sur ce que nous appelons un commerce passif et dissuasif. C'est-à-dire que le cannabis cesse d'être interdit, ou en tout cas les interdictions sont ciblées, interdiction dans les lieux publics, interdiction au volant, interdiction pour les mineurs, mais la légalisation se fait pour la vente, seulement la vente n'est pas liée à un pourcentage sur les ventes. Celui qui vend, c'est un associatif ou un fonctionnaire qui n'a pas d'intérêt à la vente. Son salaire ne dépend pas de son chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le commerce passif. Mais c'est également un commerce dissuasif, puisqu'en rentrant dans le bureau de cannabis, qui ne vendra que du cannabis, vous aurez une information sur les qualités, donc vous aurez des taux qui seront modérés, et non pas ce qu'on trouve aujourd'hui dans le marché clandestin. Vous aurez une information sur les dangerosités, au volant par exemple, sur les abus, et vous aurez une aide, effectivement, médicale, le cas échéant, et vous aurez donc ce commerce qui sera à la fois passif et dissuasif, mais autorisé, légal. Ça part de la considération que la prohibition est toujours un échec. La prohibition fait que le cannabis ou la prostitution se paie à prix d'or dans le marché clandestin, tout simplement, et ça démultiplie les consommations. Pourquoi? Parce que dans un lycée, on achète 3 barrettes de cannabis, on en revend 2 et on en a une pour soi gratuitement. Ce qui fait qu'au bout de 15 jours, dans une salle de classe, vous avez 10, 12, 15 personnes, toute une boule de neige qui se fait, et tout le monde redevient vendeur de cannabis. C'est comme ça qu'il se propage. Là, nous coupons net le trafic, nous légalisons, mais en même temps, nous contrôlons. C'est la légalisation contrôlée. Donc, pas question de coffee shop, pas question à la hollandaise, pas question non plus de cannabis à la, comme on trouve dans le Colorado ou dans d'autres États américains, mais des débits de cannabis situés à plus de 300 mètres de tout lieu scolaire où vous pouvez aller chercher votre cannabis pour une consommation récréative avec une information sur les dangerosités. En ce qui concerne les drogues dures, l'expérience des salles de, ce qu'on appelle les salles de shoot, sera évidemment développée, légalisée. Concernant cette expérience sur le cannabis,
nous ferons une expérience sur 3 années. Et là, les esprits libres s'engagent à cesser cette expérience si les consommations ont augmenté. Mais si au contraire les consommations se sont stabilisées, si la prison, la justice s'est trouvée allégée considérablement, 40% de notre justice et de nos prisons sont encombrées par des affaires liées au trafic de drogue ou à la prostitution. Prostitution que nous légalisons également. Eh bien, si cette expérience est concluante du point de vue de la santé publique, du point de vue des finances publiques, alors le tabac passera également sous un régime de légalisation contrôlée et sera arraché au commerce capitalistique. Et pendant 3 ans, nous ferons la même expérience pour le tabac. Et si c'est concluant, eh bien nous passerons à l'alcool qui lui-même passera sous cette forme de commerce, c'est-à-dire que l'alcool ne sera plus vendu à côté d'autres produits de consommation courante, mais sera toujours légal, bien sûr, mais dans des lieux qui ne vendront que de l'alcool, dans des lieux unidimensionnels. Car cette clé de séparation des substances est très très importante pour le contrôle et pour la santé publique. Donc nous préservons les libertés, nous les augmentons, puisque nous tolérons ces substances, mais nous les mettons sous surveillance de façon à ce que la santé publique soit la grande bénéficiaire et de façon également à ce que notre justice et notre police s'occupent d'autres choses. Donc vous voyez, il est inutile de construire d'autres prisons, il nous faut envisager une prison qui soit un véritable lieu culturel, et c'est comme ça que les esprits libres appréhendent les choses et les phénomènes. Je termine sur la spiritualité civile et laïque, qui s'oppose donc frontalement aux religions et singulièrement au cléricalisme, c'est-à-dire à la mainmise des religions dans l'espace public. Sur le voile, par exemple, nous le tolérons, mais nous ne le facilitons pas, jamais. Par exemple, pour utiliser les services publics, partout où la carte d'identité est nécessaire, dans une poste, dans tous les services publics, eh bien, il faudra se dévoiler, effectivement. Comme on enlève son chapeau pour suivre un cours dans une faculté, on enlèvera son voile pour suivre le même cours, et dans un bureau de poste, quand on s'adresse aux fonctionnaires, on enlève son chapeau, on enlève son voile. Donc partout où l'État intervient directement, offre un service public, il ne tolérera pas le voile. En revanche, dans la rue, dans un jardin, et même à la plage éventuellement, si quelqu'un veut porter un voile, libre à lui de se déguiser en épouvantail. Simplement, nous ferons en sorte que tous ceux qui dénoncent les dérives sectaires et les dérives communautaristes soient encouragés. Nous restons des esprits libres et nous continuons à pratiquer le libertinage politique. Je pense que vous avez compris que tout cet éclairage nous permet de pratiquer l'art vécu, nous permet de pratiquer l'art politique, nous permet une véritable spiritualité civile et laïque nouvelle pour une nouvelle république, pour un revenu citoyen émancipateur, pour que l'éros ait une plus grande place dans nos existences et dans la vie de notre société. Merci.